Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir de se retrouver cet après-midi dans ce magnifique cadre de l'Institut africain de management pour un nouveau numéro de votre émission Proma Leader, exclusivement dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Votre serviteur se nomme Sharfat Diop et a le plaisir de co-présenter ce numéro avec d'abord à ma gauche le directeur de programme de Proma Leader, Monsieur Mamadou Diop. Bonjour. Bonjour Charles, merci un peu de toi. Et à ma droite, le chargé de programme de Proma Leader, Monsieur Jean-Noël Aguiar. Bonjour. Merci, bonjour Sharfat Diop. Monsieur Aguiar, il me semble que cet après-midi, nous avons un panel très riche et très diversifié pour traiter la thématique de l'agrobusiness au Sénégal. Oui, en effet, Monsieur Diop, mais tout d'abord, permettez-moi de saluer nos invités ici présents ainsi que le public pour débattre en fait de l'agrobusiness, qui est un nouveau pôle d'économie, qui est vraiment un levier pour la croissance économique du Sénégal. Et nous sommes accompagnés des experts qui sont M. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, M. Mamadou Sarr, directeur général de l'ONG Corps Africa, M. Meksen Kabou, chargé de programme à la direction des stratégies et des opérations à l'ANPEJ, Madame Anne Williams, directrice du pôle de croissance économique de l'USAID, et le représentant Dr Hassan Kone, directeur du risque crédit, qui est en route et gestionnaire des ressources humaines de la structure FAISE. Il est en route, il arrive. Voilà, Monsieur Kane qui représente Madame Natasson Mbaké du FAISE est en cours de route et devrait nous rejoindre un peu plus tard. Et bien entendu, nous ne saurions démarrer sans remercier nos sponsors et partenaires sans qui cette émission et les programmes afférents n'auraient pas pu avoir lieu. Tout à fait, Monsieur Diop. Parce que tout n'aurait pu se faire sans surtout notre sponsor leader qui est l'ADPME, ainsi que nos partenaires nationaux qui sont la Saint-TV, l'Excellence Strategies, représentée par son administratrice Mariama Traoré, l'ONG Corps Africa, l'ambassade des États-Unis au Sénégal, l'USAID, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, l'Institut africain de management l'IAM, l'Institut supérieur d'informatique ISI, l'Institut supérieur d'entrepreneuriat et de gestion ISEC. Pour nos partenaires internationaux, nous pouvons citer Hagen Capital, basé à Londres et qui évolue dans l'énergie renouvelable. Elle offre aussi des stages d'entrepreneuriat, entre autres, en ingénierie, en finance, en marketing, et ainsi que d'autres secteurs à des étudiants sénégalais pour Londres par le biais de notre programme d'entrepreneuriat. Voilà, chers étudiants, je pense que vous avez entendu cela. Tout à l'heure, vous pourrez vous rapprocher de nous pour les stages que Hagen distribue à Londres. So Mamadou, as Mr. Aguiar just pointed out, we've got a great panel this afternoon, very rich panel, and one of the guests is Mrs. Anne Williams from the United States Agency for International Development. Why don't we kick things off with her here? Yeah, thank you, Sheikh, for the introduction. And before I actually begin my question with Anne Williams, as I've stated, I would like to stress our gratefulness to our seamless panelists who accepted our invitation to this very prestigious TV program on entrepreneurship, which we believe is one of the fundamental pillars on economic growth here in Senegal. But however, it is worth highlighting the very serious time that Africa is actually undergoing right now, and bearing in mind that Africa has indeed some potential opportunities to seize the 21st century. But how are we going to do that? The only way possible that we can actually do that is when we have serious conversation on the things that matters to Africa and also to the Senegalese people, which are, for instance, job creation, talking about the deficit, how we can actually deal with the deficit, and also the sectors that needs to be developed or probably need additional funding. So, and also I'm very happy and thrilled to see in our audience young and future leaders of Africa among us today. And I do believe this is something quite important for our TV program. So Anne, thank you very much for coming. And we understand that you do have some time constraint and other commitments that you need to fulfill. So therefore, I will ask you a couple of questions so that way we can get started with this TV program. So Anne, if you do not mind, again, could you please describe us the relationship between your agency and the government of Senegal and the specific areas of collaboration with the government of Senegal? Very good. Thank you first for the invitation. I really appreciate being part of this panel. In fact, you asked the right questions because I think it's very important for me to mention that USAID is part of the U.S. government agency. It's the arm of the U.S. government that is working on supporting development priorities of various countries that we work in. So it's very important to know that the areas that we work in are in fact in support of
of the priorities that the government has set. So what we do in private sector development or entrepreneurship development is in fact in support of the priorities that the Ministry of Agriculture, the Ministry of Commerce, and others have set for Senegal. So we wouldn't be able to work outside of that area. So we have a very rich program in enterprise development and private sector development. And we work at two levels. We work at the micro level, basically at the level, working in support of community-based service providers. Okay. In very remote villages in Senegal, we support the development of small entrepreneurs that basically make the link between suppliers from agricultural inputs, Okay. nutrition inputs, health inputs, and suppliers in the town and the needs of the communities or villages. So we call those sort of the micro level support that we provide. We also work on value chain development. The value chain development approach is an approach that USAID across the world is very well known for. It's basically working through the different sectors, such as the cereal sector, rice, maize, millet, and works at the different levels to add value to those sectors. And what we do in the context of value chain development in Senegal is basically work to facilitate the work of the different stakeholders, the farmer groups associations that produce rice, for example, bringing them together around the same table with the bankers, with the providers of crop insurance, and also with the buyers, with the millers, rice millers, for example. Okay. And through a process called contracting, we help the farmer groups have these arrangements with the millers and the banks in order to be able to provide financing for production of rice and transformation of rice. Okay. So that's generally the approach we work at this level. Excellent, excellent. I mean, well, basically it's quite similar. I don't know whether you heard of Inactus, which is enabling action to all of us. It's a similar sort of program that Inactus is actually undertaking across the world. So that's the reason why I was quite surprised when you answer me that, when you give me that answer. You also touch on my second question, which was, what do you make of the Senegalese agriculture sectors in terms of its potential? So that's the reason why I said you sort of touched my second question. But if you can come back to it again, that would be fantastic. No, absolutely. I think it's well known that Senegal is very rich. It's a very rich agricultural country and has enormous potential to create more jobs for the youth and for other stakeholders. As you know, Senegal, just like many other countries, is basically an agricultural country, so the potential is there for job creation, for added value at the different levels of the value chains, and I think it's making some enormous progress. There are probably a couple areas that probably could be improved, but generally speaking, the priorities of the Conseil d'Administration, as well as other priorities of the government, are really on target in terms of trying to build the private sector and build the agribusinesses in the region. Well, thank you very much, Anne Williams, for that beginning. We'll come back to you momentarily. Nous allons juste enchaîner avec le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, Monsieur Idrissa Gabira. Monsieur Aguiar l'a dit tout à l'heure, nous avons vraiment ce grand plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la première fois parce que l'ADPME a été le premier sponsor à croire à ce programme. Justement,
Quelle a été l'importance pour vous d'accompagner cette sorte d'initiative privée visant à promouvoir l'entrepreneuriat et le financement des projets de jeunes? Monsieur Djabira. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour nous permettre de prendre part à ce type d'initiative. Il y a une conviction qui est aujourd'hui partagée par tout le monde, c'est que le développement, il passe par le secteur privé, le développement, il passe par les PME, le développement, il passe par l'entrepreneuriat. Et à ce titre, il est extrêmement important que l'on puisse focaliser nos interventions, nos actions en lien avec celles et ceux qui font de l'entrepreneuriat le cœur de leur sujet. Et c'est la raison pour laquelle, dès le départ, la DPME a été absolument ravie de pouvoir prendre part et soutenir ce type d'initiative, parce qu'effectivement, il faut faire de la pédagogie en matière d'entrepreneuriat, et il faut qu'on puisse changer en fait de paradigme en Afrique en général, au Sénégal en particulier, sur ce qu'est être un entrepreneur, sur ce qui est de développer des capitaines d'industrie, sur ce qui est d'avoir des PME susceptibles de transformer notre économie nationale et sous-régionale. On a des très beaux exemples au niveau du Sénégal, dans le domaine de l'aviculture, des personnes qui sont parties de rien, comme Babacar Ngom et la Sedima, qui est un leader sous-régional, voire africain, comme Kabiru Mbodj dans le domaine des nouvelles technologies, qui dernièrement a pu également racheter un opérateur de téléphonie à partir d'une plateforme électronique qui, elle aussi, partait pratiquement de rien. Dans le domaine agroalimentaire, on a aussi des choses absolument magnifiques au Sénégal. Je pourrais citer l'entrepreneur Zena Exotic Fruits, que la DPME par exemple accompagne, qui produit à partir de nos produits locaux, que ce soit du bouilli, du bissap, du gingembre, des confitures et un certain nombre d'autres produits. Voilà, autant d'exemples qui existent, qui aujourd'hui sont des PME émergentes, championnes, et qu'il est bon de faire connaître aux jeunes, aux étudiants en particulier, et que votre initiative, que votre émission permet de mettre en exergue. Voilà pourquoi nous sommes à vos côtés, et voilà pourquoi j'ai souhaité personnellement venir prendre part à votre émission. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Djabira. Nous allons remettre la parole à Monsieur Sarr de l'ONG Corps Africa. Monsieur Sarr, nous savons que vous êtes un expert en la matière. Comment définiriez-vous l'agrobusiness par opposition à l'agriculture de façon simple? Quels sont les points de démarcation entre les deux thématiques, selon vous? Merci beaucoup, monsieur Diop. Je pense que c'est une difficile question. Je prendrai seulement les deux termes, qui sont tous des termes qui font référence à une bonne connaissance scientifique. On ne peut pas faire de l'agriculture si on n'a pas une bonne connaissance scientifique. Donc, il y a des skills, on doit les avoir pour être un agriculteur. Simplement, si on se réfère sur la tradition, on parlait de patience paysanne. C'est cette patience qui donne à l'individu la possibilité d'observer, de regarder, d'entreprendre, de réfléchir, de voir des opportunités. Le deuxième volet, c'est business. On ne peut pas faire du business si on n'a pas passé par de grandes écoles ou passer entre les mains d'un grand businessman. Parce que le business aussi peut s'apprendre d'une manière empirique. Il n'y a pas longtemps que les grandes écoles de business existent, n'est-ce pas? Donc ces deux termes font toujours référence à des acquisitions. Autant en matière d'agriculture qu'en matière de management et de business. Donc ce qui fait que c'est un domaine assez complexe, assez intéressant, parce qu'il faut nous nourrir. On ne peut pas gêner 300 jours dans l'année. Il faut qu'on se nourrisse. Et il n'y a que l'agriculture qui doit nous nourrir. Il faut qu'on fasse cette agriculture, mais en rendant cela, disons... du professionnel pas seulement fonctionnel, mais en donnant une valeur ajoutée à cette agriculture. Et c'est là où est l'enjeu. On a toujours cultivé. Les Africains n'ont rien à apprendre de qui que ce soit en matière d'agriculture. Vous relisez René Caillé en allant sur Tombouctou, il disait qu'il a vu les champs les mieux traités en partant de Sierra Leone vers Tombouctou. Donc, le problème c'est quoi? C'est de voir les nouveaux secteurs, de savoir détecter les nouveaux secteurs, de voir les secteurs porteurs et de savoir s'y investir. Mais d'avoir la patience et la passion d'y s'investir.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sarr. Je pense que le décor est très campé. Et pour permettre à Madame Williams de se libérer, puisqu'elle a des contraintes de temps, nous allons enchaîner avec Mamadou. So, Mamadou, why don't you finish your questions and your intervention with Anne Williams? Yeah, thank you very much, Sheikh, again. So, yes, so Anne, I think I will have probably one to two questions, that I will probably ask you before you actually, probably leave us. But unfortunately, we wanted you to be here longer than, the 20 minutes, but probably our third episode, you'll probably be here more than 20 minutes. So my third question to you is like, very recently, USAID has launched a global hunger and food security initiative called Feed Africa, which is in Wolof, Nathan Bay. And what improvement is it going to bring to the USAID Economic Growth Project set up in 2009? And just for the sake of clarification, the USAID Economic Growth Project was set up back in 2009, so in the Ward administration. And this Feed the Future program has been set up recently in the Macky Sall administration. Just for the sake of clarification. Right. Actually, the initiative that the U.S. government has done is called Feed the Future. Natambai is one of the programs that we're funding here in Senegal, and that is in fact the value chain activity that I described a little bit earlier. Okay. And it's the precursor project was called Projet Croissance Économique, and it worked in about a dozen value chains, such as mango and Wada Cashew. And as of 2009, the focus was then turned on just specifically on cereals value chain. So as a result, we've been working more in conjunction with facilitation of change and transformation of the rice value chain in the north under irrigation conditions, as well as in the south under rain-fed conditions. And the idea there is to support the goals of the government, which is to reach rice self-sufficiency to a greater extent, and to promote the consumption of Senegalese rice in larger cities such as in Dakar. So we supported these different goals through the Natambai program. Okay, excellent. But now, my only concern in agriculture sector, if I may actually add, is like, because I know in Africa we always talk about agriculture, but our main problem in agriculture is the transformation and also the fact of import-export. But how do you think that we, as Africans, what would be the right way to sort of kind of resolve that issue? Because it's a big issue. In Africa, we have the most arable land in the whole of the world. And how come in Africa, we are still having this trouble of feeding our people? I think it's very clear that these various efforts that we've heard about today are moving Senegal towards modernizing agriculture and entrepreneurship development. I think what's really key is that we have to make the right decisions related to the investments. As was mentioned, those sectors that add the most value are the ones that that can basically increase incomes of Senegalese the most. I think there are many challenges. For example, the challenge of access to credit is one that is really important. Yes. And I think everywhere around the world, agriculture or agribusiness is a very risky business. So this is, the situation here is not any different. However, there are innovative ways to approach the situation. For example, under the Natambai program that I mentioned earlier, part of the contractual mechanism that I mentioned actually includes in the package, in the technology package that's funded by the bank, Agricultural Bank of Senegal, it includes crop insurance. So basically, the banks are much happier to loan funding for agriculture and agribusiness because this crop insurance can cover for losses
So basically, there's a guarantee in a way, and then farmers are also more likely to want to get the loan because they know that at least at a minimum they will get some of their money back if there is a drought. Okay. So innovation is really key, as well as was mentioned earlier, training, building skills, and modernizing, because it becomes a profession, it becomes a business, but I think the potential is there. As long as these challenges are addressed, risk is reduced. I think Senegal has an incredible opportunity to really boom in terms of enterprise development. Thank you very much, Anne, for answering our questions, and also thank you again for attending our program. It was a privilege and an honor having you here. But I wouldn't say also thank you. I mean, without also mentioning Nadia Ahmed, who's also the Cultural Affairs Officer of the United States Embassy. Thank you again, Nadia Ahmed, for coming. It was also a pleasure having you here at the same time. Thank you so much, guys, again. Nous allons enchaîner l'émission avec le public qui fait partie du décor et qui d'ailleurs est venu très nombreux cet après-midi. Nous le remercions pour cela. Et dans le public, nous avons un porteur de projet du nom de Mamadou Sey. Monsieur Sey, d'abord, quelle lecture avez-vous de l'entrepreneuriat au Sénégal et comment est-ce que les jeunes peuvent participer au développement économique et social à travers la réalisation de leurs projets d'entreprise? D'accord. Bonjour. Déjà, il faut dire que l'entrepreneuriat est un aspect très important. Monsieur Ali, il a dit que le développement ne peut se passer qu'à travers le privé. Et au Sénégal, on a remarqué et on observe toujours qu'on a un problème d'emploi, et d'emploi pour les jeunes surtout. Il est important, donc il est normal que les jeunes entreprennent pour développer notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Sey. À côté de vous, nous avons aussi quelqu'un de très spécial, Pape Ousseynou Diallo. Moom mën nañu wax ni techniquement sénégalais de l'extérieur la woon parce que daf demoon ñëwaat maintenant du ko waxal dama koy bàyyi mu expliquer jaar-jaaram ñun ñëpp ñu mën ci jàng ci importance su gëm sa bopp gëm sa réew pour mën a doxal mbir yi. salaamaaleykum tout d'abord maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñuy seetaan si plateau bi ak ñi nga xam ne ñoom laa seetal plateau bi di wax ni man maay Ousseynou Diallo jàmmagal si Kambaaw maître tailleur avant tout balaa maa wax dara damay remercier Promare Leader avant tout parce que nekkuma fi woon itam maa ngi woon en extérieur comme lu ci mel ni Nouadhibou ak Dakhla mais dama nekkoon foofu di liggéey tailleur maa ngi liggéey tailleur foofu mais liggéey bi day dox tey du dox suba liggéey bi tamit damay wut noonu mais tamit dama nekkoon ak ñi nga xamante ne ni ay capitaine la woon capitaine de gaal dama daan ànd ak ñoom tamit de temps en temps di liggéey ak ñoom ci gaal gi tamit maa ngi liggéey ak ñoom tamit par la suite maa ngi ànd ak ñoom di liggéey mais ñu ngi tegoon ay convoi gaal pour yi dem clandestin Espagne si laa ànd ak ñoom 3 fois maa ngi dem clandestin yëpp yàlla def na ni ànduwul après si laa ñibbisi waat pour préparer waat pour ñibbisi fii nii Sénégal may seetaan télé seetaan seen publicité si benn scène après ma jël numéro bi bind ko sama agenda ba ma ñëwee Sénégal nag ñoo ma woon pour toog fii dama ñëwoon pour préparer waat pour delluwaat clandestin parce que ñu ngi doon préparer waat beneen gaal mais ba ma ñëwee gaw ma ko woon jël naa numéro bi après ma tente sens ma ne xaaral ma tente sens rek ma woote ba ma wootee par la suite ñu dalal ma tegtal ma fa lañ nekk fii ma dem fa ñu dalal ma yaatal ma delloo ci ma itam ma ñëw ma nekk ak ñoom ñu teg ma ci yoon ba ma fi ñëwee itam ma bind sama lettre de demande jox leen ba ma bindee lettre de demande bi somme bi nga xamante ne ni moom laa demandé woon ëpp na ko liñ ma jox mais liñ ma jox tamit dooleel na ma may na ma itam fit tamit ak courage pour ma toog fii ma mën a. jërëjëf Ousseynou Diallo reer boobu yàlla nañ ko bokk rek defe naa ne li mérité na aussi quelques applaudissements franchement. Voilà, nous allons enchaîner avec Monsieur Make Sense
Kabou de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, plus communément connu sous le nom de l'ANPEJ. Monsieur Kabou, si vous récupérez le micro, vous représentez ici une agence étatique spécialisée dans le financement de projets de jeunes. D'abord, quelle est la mission de l'ANPEJ en matière d'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal? Merci beaucoup, M. Diop. Comme vous l'avez dit, je représente l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, j'insiste bien sur le mot promotion, parce que parfois les gens confondent promotion et création. Donc, notre mission, c'est de créer les conditions, en relation bien sûr avec tous les acteurs de l'écosystème, pour que les jeunes aient des facilités pour pouvoir accéder à un emploi. Que ce soit un emploi salarié par l'insertion, ou un emploi, en fait, par l'auto-emploi. Alors, par rapport à cela, ce que nous faisons, c'est d'abord faire en sorte qu'on puisse identifier ces jeunes-là. Qui sont les jeunes aujourd'hui au Sénégal? De par la loi, nous, on s'occupe des jeunes de 18 à 35 ans. Ça, c'est une chose qui est inscrite dans la loi sénégalaise. Le jeune est défini comme quelqu'un étant âgé de 18 à 35 ans. Donc, notre première mission, c'est d'essayer de comprendre qui est ce jeune-là, à travers un système d'information qu'on est en train de mettre en place. Et ce qu'on aimerait, c'est aboutir à un guichet unique où tous les jeunes Sénégalais, à la recherche d'un emploi, pourront être identifiés en fait, dans ce guichet unique-là et être profilés. Qui sont-ils? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont leurs niveaux de formation? Quels sont leurs besoins? À partir de là, à partir du gap peut-être de compétences ou de connaissances qui leur empêche, qui limite leur accès à cet emploi-là, essayer de voir maintenant comment développer des formations ou des renforcements de capacités. Et c'est dans ce sens-là que je dis que notre partenariat avec le secteur privé, il est indispensable. C'est vraiment pour dire qu'on ne pouvait pas ne pas être à ce plateau-là, parce que la question de l'emploi est une question à la fois transversale et très complexe. La transversalité, on a parlé d'agriculture. Peut-être que demain, vous allez débattre du thème de l'artisanat. Les jeunes sont dans ce domaine-là. On va parler du secteur informel. On va parler du secteur des services. Donc, dans tous ces domaines-là, il y a matière à faire pour développer l'emploi des jeunes. Mais une question aussi très complexe. Aujourd'hui, c'est plus de 260 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et pratiquement, on ne parvient à insérer que 30 000. Vous voyez le gap. Donc, ça veut dire que l'ANPEJ ne peut même pas avoir la prétention de régler cette question-là, si on ne s'appuie pas sur des initiatives, sur des acteurs privés comme vous, comme les écoles de formation, là où nous sommes en train de faire en fait l'émission. Donc, vous voyez pourquoi vraiment il est important pour nous de prendre la question de l'emploi sous cet aspect-là. Un, connaître nos cibles. Deux, maintenant, voir comment développer des synergies avec des acteurs du service, du secteur, pour pouvoir renforcer les compétences de ces jeunes-là. Une fois que cela est fait, maintenant, il faut chercher à les insérer. On sait que les possibilités d'insertion directe sont très limitées dans ce pays-là. Ça veut dire quoi? Il faut vraiment aller vers l'entrepreneuriat, vers l'auto-emploi. L'entrepreneuriat, c'est pas de la débrouillardise. Les gens confondent souvent entrepreneur et double, excusez-moi du terme. C'est des compétences, quelqu'un l'a dit, c'est des skills qu'il faut, c'est des aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir réussir en fait en entrepreneuriat. Et là aussi, je pense qu'il y a dans le milieu des acteurs privés comme vous qui accompagnent, qui contribuent à l'encadrement des jeunes dans ce domaine-là. Et une fois qu'ils ont les aptitudes pour se lancer en entrepreneuriat, il faut les aider à lever des financements. Je pense que la dame de l'USAID l'a dit tantôt. L'enjeu aussi, c'est de pouvoir aider les jeunes à lever des financements pour se lancer en entrepreneuriat. L'ANPEJ essaie de le faire avec ses moyens, n'est-ce pas? Récemment, on a financé pour 1,5 milliard 650 jeunes dans la région de Dakar. On l'a fait récemment à Saint-Louis. Dans les prochaines semaines, on va le faire à Ziguinchor, dans la région sud en tout cas. Mais ça ne suffit pas. Et à chaque fois qu'on peut s'appuyer sur d'autres partenaires pour le faire aussi, on va le faire. Donc, pour me récapituler, c'est la connaissance de ce jeune-là à travers un système d'information, le renforcement de son employabilité et maintenant travailler à son insertion. Il est évident aussi que l'insertion aujourd'hui, l'option majeure, ça rejoint le thème que vous avez développé, c'est l'agriculture. Parmi les 260 000 jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi, plus de 50% sont issus du milieu rural. Ça veut dire que vraiment c'est là-bas où il y a beaucoup plus de niches, n'est-ce pas? Et les options aussi de l'État à travers le plan Sénégal émergent, à travers le PRACAS, qui est le volet agricole de ce programme-là, je pense que tout le monde a compris qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je pense qu'aussi tous les bailleurs de fonds l'ont compris. La plupart des programmes maintenant qui sont développés dans ce pays-là
l'entrée, c'est par l'emploi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kabou, pour ces remarques très pertinentes. Nous allons passer la parole au docteur Hassan Koné, qui est le directeur du risque crédit au Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et qui représente ici Madame Natassambe Maké, qui en est l'administratrice. So, Monsieur Kabou, avant de passer à la pause publicitaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le PES et les types de financement que cette structure octroie? Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je suis du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est un fonds qui vient en aide à tous les Sénégalais qui sont à l'étranger, qui désirent rentrer et investir dans leur pays. Donc nous avons deux lignes de financement. Il y a une première ligne qui s'appelle FSE, c'est le financement des Sénégalais de l'extérieur, qui va d'une enveloppe de 5 millions à 15 millions avec un différé de 6 mois et c'est un engagement quinquennal. Donc comme le nom le dit, fonds d'appui, il serait préférable que la personne ait déjà une activité. Nous, on vient en appui. Donc, pour que ces financements aient lieu, on travaille avec des institutions financières comme Cofina, le CMS et la Banque Atlantique. Donc, on dépose les fonds sous forme de fonds de garantie et après eux, sur fonds propres, ils font le financement. Donc, la deuxième ligne de financement, c'est une ligne de financement qu'a voulu le président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est pour l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle le FFD, le financement des femmes de la diaspora. Donc ce financement est destiné aux femmes sénégalaises résidant à l'extérieur et qui ont des activités dans leur pays d'accueil, pas au Sénégal, dans leur pays d'accueil. Donc on leur octroie un financement d'une enveloppe maximale de 5 millions avec un taux d'intérêt de 0%, remboursable sur 5 ans. Et comme c'est toujours les femmes qui font des bonnes affaires, le taux de recouvrement est nettement supérieur pour le FFT, bien qu'il n'y ait aucune garantie et que c'est quasiment de l'informel. Justement, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons avec vous sur les leviers que vous mettez en place pour recouvrer ces fonds. Parce que financer des gens qui sont à l'extérieur, ça amène en fait un certain mécanisme pour récupérer des fonds qui n'est pas très facile. Mais à présent, nous allons passer à une pause publicitaire et revenir sur le plateau juste après. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, dont le souci d'aider les jeunes à s'imposer dans leur milieu professionnel, n'est pas en reste dans leur encadrement et leur financement. Ce n'est pas le gérant de Pika Design qui dira le contraire. L'ADPME, on s'est connu par l'entreprise d'un ami qui m'a fortement recommandé d'aller les voir. Et une fois là-bas, j'ai été vraiment très agréablement surpris par la cordialité et le savoir-faire de l'ADPME. L'accompagnement que l'ADPME nous fournit actuellement, c'est l'accompagnement et la labellisation de notre structure. Depuis qu'on s'est connus, on était à la phase pré-diagnostic qu'on a déjà dépassé actuellement. Et actuellement, on est sur la phase pratique avec des questionnaires qu'ils nous envoient, auxquels nous répondons à temps. Nous avons une offre très variée par rapport à nos clients. Nous avons des assiettes peintes, les grands modèles, les moyennes et les petites. Il y a des verres à vin, verres à eau, il y a des plateaux de service, il y a des bols et autres. Et il y a aussi des dessous de verre. À l'image de ce chef d'entreprise, Djariatou Dian, qui s'active dans les soins corporels et capillaires, nous liste les avantages d'intégrer l'ADPME, puisque grâce à elle, elle sait désormais comment gérer sa comptabilité. Nous sommes spécialisés dans les produits corporels et les produits capillaires spécialement. Des PME, c'est moi qui suis allée vers eux. J'avais vraiment un besoin imminent de solutions de gestion ici au niveau de la boutique Carao International. Et je suis allée là-bas, ils m'ont bien reçu et tout ça. Ils m'ont proposé des solutions de gestion côté finance, c'est-à-dire côté gestion financière de l'entreprise, comment vraiment tenir la comptabilité au quotidien, voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je suis allée là-bas. Et ils aident aussi les jeunes à se formaliser. De l'encadrement en allant au financement, l'ADPME est la meilleure solution dans l'entrepreneuriat des jeunes, ce que affirme Aliou Silla. Nous ciblons toutes les personnes qui sont responsables des achats dans les foyers, sachant que parfois c'est les femmes, parfois c'est les hommes qui effectuent les achats afin de les aider à gagner plus de temps, ne pas aller au marché. On leur livre le marché à domicile. Du coup, de l'ADPME, nous l'avons connu au moment de lancer notre business. Ils nous ont accompagnés pour choisir le statut de l'entreprise
Ils nous accompagnent également. Parfois, ils nous envoient des mails par rapport à des ateliers, par rapport à des concours, par rapport à des rencontres, des événements, afin qu'on puisse y assister et bien sûr élargir notre réseau. Que vous soyez professionnel ou novice dans votre domaine d'activité, la DPME est là pour vous accompagner. Des ateliers de perfectionnement en allant au financement de vos projets. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises est la solution à vos problèmes. Proma Leader. Proma Leader est un concept de financement de projets de jeunes. Vous êtes jeune, vous avez un projet et vous voulez être leader. Proma Leader est là pour vous. L'ensemble des projets de jeunes seront sélectionnés et les meilleurs seront financés à hauteur d'1 million de francs CFA. Avec un financement non remboursable, suivi permanent avec l'exécution des projets et chaque projet financé permettra de parrainer un autre projet de jeunes. Proma Leader a pour objectif financer au moins 100 projets par année. Pour tout renseignement, venez nous voir à Promatex avec vos projets ou contactez-nous au 33 867 48 76 ou au 77 684 49 49. Proma Leader, s'engager pour réussir, entreprendre pour devenir. Monsieur Aguiar, avant de passer au volet financement de projet, nous allons poser les dernières questions synthétiques à notre éminent panel ici présent. Nous démarrons avec Monsieur Hassan Koné du FES. Je le disais tout à l'heure, en finançant les Sénégalais de l'extérieur, quel levier mettez-vous en place pour sécuriser l'accès au financement et le remboursement? Je vous remercie de la question, c'est une question pertinente, elle nous revient tout le temps. Donc déjà, pour assurer le financement, il faut savoir que ce n'est pas le FES qui choisit les projets. C'est une autre direction des affaires étrangères, nommée la DAIP, qui fait la sélection des projets. Le FES reçoit les projets, envoie les projets à la DAIP, il y a un comité qui se réunit. Ce comité est constitué de membres de la présidence, de la primature, du ministère des Finances, des ministères des différents secteurs d'activité financées et du FES. De temps en temps, l'institution financière qui sert d'intermédiaire entre le FES et le bénéficiaire est autorisée aussi à siéger. Donc une fois que ce choix est fait, on nous envoie la liste et nous on envoie cette liste avec les fonds au niveau de la banque. Et c'est la banque qui fait le suivi et nous on est derrière. D'accord. Monsieur Koné, vous êtes du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons un Sénégalais de l'extérieur ici présent, Monsieur Papousseinou Diallo. On lui demandera de construire un business plan très symbolique, très bien détaillé, peut-être avec la DPME aussi ici présente. Et après, nous le mettrons en rapport avec vous pour pouvoir bénéficier potentiellement des financements du FES. D'accord. Il est où? Voilà. Derrière vous. D'accord. Voilà. Donc le deal est scellé. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour recouvrer les financements? D'accord. Donc comme je disais, il faut savoir que le taux de recouvrement des premières campagnes était assez catastrophique. Donc nous avons été obligés de faire appel à la SNR, qui est la Société nationale de recouvrement, mais aussi à des cabinets internes qui font un suivi de proximité. Donc qui nous permettent de localiser plus facilement les bénéficiaires, d'aller sur les terrains, de visiter l'évolution des projets. Et en amont, nous aussi, agents du FES, on envoie des équipes de recouvrement dans les régions pour voir si vraiment le projet avance, si c'est rentable aussi, parce que nous finançons des bénéficiaires, mais derrière, il faut voir aussi s'ils s'en sortent. Et nous sommes même prêts à élargir l'enveloppe. Par exemple, si la personne reçoit un financement de 5 millions et nous nous rendons compte qu'au bout de 2 ans, le remboursement est régulier, nous pouvons élargir l'enveloppe à 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Et au bout de 2-3 fois, si le projet est vraiment bancable, la banque qui a, disons, entre guillemets, financé le projet, peut élargir considérablement l'enveloppe. Là, on parle de 10, 15, 20 millions. D'accord, nous remettons la parole à M. Diabira. Quelle part occupe l'agrobusiness dans le portefeuille de financement de l'ADPME, ou en tout cas d'accompagnement? Voilà, il faut préciser, l'ADPME ne finance pas. C'est un service non financier. Et je pense que c'est important de percevoir l'ensemble des acteurs du dispositif. On vient d'avoir l'USAID, on a l'occasion de travailler notamment avec eux sur le projet Natal Bay.
notamment sur les décortiqueuses et la riserie, travaille effectivement avec l'ANPEJ, puisqu'en fait, ils adressent une cible sectorielle, les jeunes, et en l'occurrence, on travaille avec eux sur tout ce qui est les modules dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et donc, notre action elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord, faire en sorte de densifier le tissu des PME. Ça, c'est un des enjeux importants. Vous l'avez indiqué, il nous faut plus d'entreprises, il nous faut mieux d'entreprises. Et ça, c'est une de nos missions, d'accueillir les porteurs de projets, de faire en sorte de les aider en termes d'accompagnement, de conseils, d'élaboration de business plan. Nous avons eu l'opportunité de lancer le premier concours national de business plan pour que justement l'ensemble des jeunes au Sénégal et à l'international de la diaspora puissent répondre à partir de leurs idées. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est la formation. Et la formation, elle est très diverse. On peut avoir son entreprise, on peut se former en termes de coaching individuellement, on peut avoir des formations sur des secteurs particuliers de son entreprise en matière de système d'information, de stratégie, de ressources humaines, de démarche marketing de son produit. Donc les modalités de formation sont extrêmement diverses. Et là, l'ADPME, avec ses modules de formation qu'elle dispense soit directement, soit au travers de réseaux, le réseau Résamp, des professionnels qui dispensent nos formations, les services de chambre de commerce sur l'ensemble du territoire national également dispensent les formations de l'ADPME. Il y a un troisième produit qui est la labellisation. Ça vise à renforcer la compétitivité des entreprises. On en a un certain nombre. Vous avez certainement entendu le dernier recensement général des entreprises. On a 99,8% des entreprises au Sénégal qui sont des PME. Donc c'est un chiffre extrêmement important. Et donc ces entreprises peuvent avoir besoin également d'être plus compétitives pour accéder à l'international, pour renforcer leur secteur marchand. Et dans ce cadre du processus de labellisation, on accompagne ces entreprises qui ont des états financiers à pouvoir avoir leur carnet de santé financier, à mieux connaître leur état de santé pour améliorer leur accès à du financement bancaire, à du financement par capital risque ou autre. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 150 entreprises qui sont labellisées et qui décident d'aller vers un processus qui leur permet de se renforcer. Et enfin, parmi les dispositifs que l'on propose, on a un fonds à frais partagés. Qu'est-ce que c'est? Là aussi, lorsqu'une entreprise est déjà existante, elle souhaite bénéficier d'assistance technique pour un de ces processus, stratégie, système d'information ou autre, ou bien se former, elle bénéficie d'une subvention, 50% du prix de la formation lorsque c'est de l'assistance technique et 75% lorsque c'est de la formation. Pour revenir à votre question, dans la plupart de ces dispositifs, le secteur agroalimentaire est, si ce n'est le premier, au moins le second. Pour la création d'entreprises, c'est un peu plus de 30% des demandes qui nous parviennent, qui sont dans le domaine agroalimentaire. Pour les entreprises labellisées, c'est au deuxième rang, à peu près aussi 30%. Pour les entreprises qui sollicitent les fonds à frais partagés, c'est aussi ça. Et donc, l'agroalimentaire, c'est résolument l'activité de demain. Ça a été dit à plusieurs reprises. Un pays se développe d'abord à partir de la terre. Il y a quelques années, on ne croyait pas possible au Sénégal, par exemple dans le domaine de la riziculture, de tendre vers l'autosuffisance alimentaire en riz. On y arrive parce que d'abord c'est un changement de mentalité. Savoir que nos terres sont fertiles, savoir que les compétences sont présentes et savoir qu'on peut arriver à produire suffisamment ce que nous mangeons. Et nous, l'agence des PME, notre défi et notre mission, c'est d'accompagner tous ceux qui se sentent l'âme d'entrepreneur ou tous ceux qui veulent savoir s'ils l'ont ou pas, de les accompagner pour faire en sorte que leurs projets deviennent bancables et pour faire en sorte d'être des champions de demain. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très exhaustive. Monsieur Kabou, vous représentez certainement une agence de financement cette fois-ci. Quelle part de votre gâteau est octroyée au secteur de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire?
Merci beaucoup, M. Diop. Financement, oui, pour une cible très difficile. Vous comprenez que financer des jeunes, ce n'est pas facile. C'est une cible qui n'a pas accès à des ressources classiques. C'est pourquoi l'ANPEJ fait des financements sans apport personnel, sans garantie. Vous voyez un peu? Oui. On ne peut pas demander ça aux jeunes. L'ANPEJ est une structure qui a hérité du passif de l'ex-FNPJ, où beaucoup de milliards avaient été injectés dans les financements des jeunes, avec un faible niveau de remboursement, n'est-ce pas? Et c'est tout ça qu'on a essayé en fait de rectifier à travers les nouveaux dispositifs qui consistent essentiellement à encadrer les jeunes, n'est-ce pas, qu'on a financés. Mais avant même qu'ils ne soient financés, on essaie de leur imposer un parcours, n'est-ce pas, où ils suivent une formation en entrepreneuriat et tout. Et le financement aussi, il n'est pas fait en un seul décaissement. Mais pour les accompagner aussi, on a mis en place ce qu'on appelle les JCE, Junior Conseil d'entreprise. On a à côté des diplômés de l'enseignement supérieur, Bac plus 5, Bac plus 4, en marketing, en droit, ainsi de suite. On en a consulté des jeunes en petit cabinet, n'est-ce pas, à qui on confie une partie du portefeuille des jeunes qu'on a financés. On dit à un jeune, suis-nous les 100 projets qu'on a financés à Pékin, par exemple, à un JCE. Alors, ce sont eux qui nous certifient que ce jeune-là a réellement réalisé les premiers investissements avec son premier décaissement. Il fait le constat et ensuite on donne le deuxième décaissement. Et régulièrement aussi, ce JCE nous suit le promoteur. Et quand il a des difficultés particulières, parce qu'il a du mal à développer ses activités, il a des difficultés à pénétrer un marché, là aussi il est conseillé. Et s'il le faut aussi, on peut l'orienter vers des structures comme la vôtre, des structures privées ou étatiques, qui peuvent le coacher en fait dans des domaines spécifiques, gestion financière, gestion marketing, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on essaie un peu de sécuriser les financements qu'on a donnés. Et là aussi, l'ANPEJ ne finance pas directement. On finance à travers des structures, c'est un peu comme le FAISE. Là, on est avec le CMS, avec la BICIC. Et le contrat, il est signé entre le jeune et la structure financière. Pas entre le jeune et l'ANPEJ. N'est-ce pas? Oui. Donc ce qui fait que bon, la banque aussi contribue à ce suivi-là, mais il est évident que quand le jeune ne rembourse pas, bon, c'est le fonds de l'ANPEJ qui... Voilà, ça c'est clair, parce que c'est la structure étatique. Donc c'est le dispositif qu'on a mis en place pour sécuriser les financements, mais c'est une cible qui est très très difficile. Il y a un important travail de sensibilisation à faire, parce que les gens pensent que dès que c'est une structure étatique, on vient capter des fonds parce que c'est des fonds perdus, alors que c'est pas ça. Alors l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir récupérer de l'argent et financer d'autres personnes. Et ne pas finir comme les structures qui étaient là, ou à chaque fois demander encore des fonds, ou bien à l'État, ou bien à des bailleurs de fonds. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance que l'emploi intéresse particulièrement pratiquement tous les bailleurs de fonds. L'USAID, récemment, ils sont venus nous visiter. Parce que dans le cadre de leur programme 2019-2024, ils s'intéressent à l'emploi des jeunes. En tout cas, c'est des projets qui sont privilégiés dans nos financements. D'accord. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, M. Kabou. Nous allons remettre la parole à M. Sarr pour terminer cette partie allouée au questionnement. M. Sarr, vous êtes certainement passionné de l'agriculture, puisque dès 2012, vous avez co-créé une ferme écologique du nom de Taro Askan, à travers laquelle vous avez appuyé l'éducation d'agriculteurs locaux dans la mobilisation de mouvements organiques au Sénégal. Et Mamadou l'a dit tout à l'heure avec Mme Williams, nous sommes un pays agricole sans le développement de ce secteur. Quelle est l'importance de la formation des agriculteurs pour aller vers cet agrobusiness dont vous parliez tout à l'heure? Merci, ça c'est une assez importante question. Mais moi je me pose des fois la question, quel agrobusiness on veut? Parce que monsieur a parlé tout à l'heure de Zeyna, on vous parlera des grands domaines du Sénégal, on vous parlera des exploitations de 10 000 hectares, 20 000 hectares, mais est-ce que c'est de cet agrobusiness qu'on veut pour nos jeunes? Parce qu'on ne peut pas commencer en tant que jeune, faire un start-up et commencer avec des financements sur 50-60 hectares. Et l'expérience a démontré, et vous pouvez le voir dans YouTube, qu'un jeune Canadien, à travers 1 hectare, a pu organiser un système et vivre des produits de 1 hectare. Il n'a même pas de tracteur. Je ne dis pas que c'est réplicable directement au Sénégal, mais c'est ces pistes-là. Quel type d'agrobusiness on veut faire? Parce que l'agrobusiness nous amène à une responsabilité sociétale, je dirais environnementale. On ne fait pas de l'agrobusiness pour faire n'importe quelle sorte d'agriculture. Moi, si je me suis lancé avec tout un mouvement dans
écologie, d'autres vous parleront de permaculture, d'autres vous parleront de organic farming. Mais je pense que c'est une responsabilité. Il faut se nourrir, mais il faut bien se nourrir. Il faut produire, mais il ne faut pas tout prendre de la terre. Mais ce qu'on prend de la terre, il faut donner une valeur à cela. C'est-à-dire, on peut produire une salade que M. Diop vendrait à 50 francs, que moi, compte tenu du savoir-faire que j'ai su mettre et de l'attention que j'ai su mettre dans ce même produit, le vendre 10 fois plus cher. Et qu'on ne me dise pas que le marché n'existe pas. On a pu former des systèmes, des types qui font que les gens tiennent de plus conscience à ce qu'ils mangent. Ils font plus attention. On ne sait plus ce qu'on mange. Moi, je pense que si on veut que les jeunes viennent vers l'agriculture, il faut d'abord à la base. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, 40% viennent du milieu rural. Le problème n'est pas d'où est-ce qu'on vient. C'est un phénomène contraire qui se passe dans les pays développés. C'est-à-dire les gens partent de la ville vers l'agriculture parce qu'il y a un standing de vie qui peut être meilleur. On produit, on sait ce qu'on produit, on sait ce qu'on mange et on sait comment valoriser ce qu'on produit. C'est là où il y a l'enjeu. Et ça commence à l'école. On n'a pas de classe verte au Sénégal, où seulement quelques privilégiés font des classes vertes. Comment peut-on aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Il faut que les gens se connaissent davantage. Ce n'est pas d'avoir une note 25 ou 80 en sciences naturelles qui fera de vous. Non. Je parlais de passion. Il faut que l'entrepreneur ait une passion, qu'il ait la passion de la terre. Mais il faut aussi qu'il ait la patience, en plus de ses skills. Donc, pour parler d'agro-business, je suis un peu surpris que l'ANIDA n'est pas là, parce que l'ANIDA devait être là. Je suis un peu surpris qu'on parle de fracas, je ne sais pas quoi, accélération. Ils ne sont pas là. Ils devaient être là, parce que c'est ça qu'ils peuvent échanger avec les jeunes. Vous ne pouvez pas parler d'agro-business quand le jeune n'a pas droit à la terre. Quand le jeune n'a pas accès à la terre, on ne peut pas parler d'agro-business avant de parler de formation et quoi que ce soit. Je vous donne un exemple simple. Corps Africa a mis un volontaire à Djembereng. Et vous pouvez appeler le maire de Djembereng pour vérifier. Ils ont coaché un projet de femmes, USAID, mais $60 000 pour ce projet. Ce projet risque d'aller à l'eau parce que ces femmes n'ont pas accès à la terre. Et pourtant, c'est un business. Le Club Med du Cap achète que 10% de ses produits au Sénégal. Et c'est un des plus grands clubs méditerranéens du monde. Donc il y a tout un développement à faire, certes, il y a des stratégies à faire, il y a une organisation à faire, mais je crois qu'il faut voir là où on est fort et là où on est faible. On est faible par notre formation, parce qu'on ne nous donne pas envie, on ne nous suscite pas cette envie parce qu'on pense que seul est l'agriculteur celui qui ne peut pas faire autre chose, ce qui est faux aujourd'hui. Parce que celui qui fait de l'agriculture bio, il a une philosophie, il a une manière de voir le monde, il a une manière de comprendre le monde, il a une manière d'étudier le monde, et il a une manière de se servir du monde, mais de servir le monde aussi. Donc voyons quel genre de business on veut faire avec l'agriculture, voyons comment l'accès à la terre peut être facile, voyons comment ces jeunes qui pensent à aller dans l'agriculture, comment on peut leur ouvrir les grandes sociétés d'agriculture, qu'ils puissent accéder aux grands domaines du Sénégal, qu'ils puissent accéder à des serres qui sont extrêmement bien faites ici, qu'ils voient d'abord, qu'ils aillent apprendre. Et c'est là l'intérêt justement, je reviens, je prêche un peu pour ma chapelle, l'intérêt du volontariat. C'est un système de gaspillage que l'étudiant prend des fois. Parce que vous demandez du boulot, on va vous dire quelle est votre expérience. Vous voulez un stage, on va vous dire non, on n'a pas de quoi, on n'a pas besoin de stagiaires. Mais ce gaspillage, si on l'institutionnalise un peu, je pense que ça aide l'individu à mieux connaître ce qu'il a envie de faire et où il peut aller pour le faire. Je pense que c'est extrêmement important. Donc pour me résumer, excusez-moi, je dis c'est d'abord au niveau de la germe. Il faut qu'on puisse planter dès le début cette envie et cette connaissance de tout ce potentiel qui est l'agriculture. Et je pense que c'est à partir de ce moment maintenant que les jeunes vont participer. L'État va intervenir comme l'État le fait déjà dans l'organisation, dans la mise en place de certaines structures, la facilité avant de parler de financement. D'abord le foncier, parce qu'on cultive mal en l'air.
on cultive sur la terre. Donc il faut accès, il faut une connaissance, il faut un accompagnement. Et il faut, comme j'ai dit aussi, cette philosophie que l'agriculture n'est pas le dernier maillon d'un développement. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Je pense que vous avez résumé l'essentiel de cet échange. Et si je comprends bien, l'agrobusiness sénégalais recèle d'importantes opportunités, notamment dans le cadre infrastructurel et étatique. Il y a aussi des défis auxquels il faudra s'atteler. Et nous, à PromaLeader, nous le ferons dans le cadre de prochaines émissions. Maintenant, nous n'allons pas terminer cette édition sans passer au volet financement de projet. Et je vous remets la parole, chers collègues. Merci, Monsieur Charfadman. Moi, je suis tout à fait tout oui par rapport à Monsieur Sarr de Corps Africa. En fait, son résumé, il est fort, en quelque sorte. C'est ce que je peux dire. Mais aussi, nous ne pourrons pas passer au délibéré sans pour autant mentionner les projets présélectionnés au niveau du comité de financement. Ils étaient au nombre de 6. Et les présélectionnés étaient Pape Ibrahim Sissé de Kermbaye Fall avec son atelier à Moulins. Et il y avait Madame Dramé Kounda Compagnie avec son projet de transformation de produits locaux et céréaliers. Il y a Tout pour vous groupe qui fait de la vente et commercialisation e-commerce. Il y a Monsieur Mamadou Sey qui était là avec son projet d'aviculture. Monsieur Omar Top pour la fabrication de briques et de matériel de construction. Monsieur Tamba Ismaël Aydara de School Crime. Donc je pense bien. Maintenant les délibérés, les porteurs de projets qui ont été sélectionnés, ils étaient au nombre de 3, en quelque sorte. Et les 3 sont Dramé Kounda Compagnie, Monsieur Mamadou Sey et Monsieur Omar Top. Peut-être les applaudissements du public pour ces 3 porteurs de projets sélectionnés pour le financement. Et on peut passer peut-être à la séance de remise de chèques. Le premier chèque sera remis par M. Sarr de Corps Africa à Dramé Kounda Compagnie. C'est un chèque de 400 000. Sûrement. Donc le deuxième chèque sera remis par M. Djabira de la DEPME à M. Mamadou Sey. Certainement. Et nous allons continuer. Le troisième chèque sera remis par M. Maxen Kabou à M. Omar Top. Et ce sont sur ces notes que nous mettons terme à cette émission. Mes chaleureux remerciements à mes co-présentateurs, messieurs Diop et Aguiar. Nous remercions aussi le public, mais aussi nos experts pour ce très brillant échange autour de l'agrobusiness au Sénégal. Enfin, nous ne saurions être plus reconnaissants à nos partenaires et sponsors, locomotives de ce programme de financement et de cette émission sur l'entrepreneuriat. Il s'agit principalement de la CENTV, Lexina Strategies, l'ISEC, l'ISI, l'IAM qui a abrité ce numéro dans ce magnifique cadre, l'ONG Corps Africa, Hagen Capital, l'ANPEJ, l'ADPME, l'ambassade des États-Unis et l'USAID. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission PromaLeader.